voici la leur. Le ciel de Picardie a cette particularité. Il ne semble pas vous surplomber, il vous pèse. En 1985, dans les environs de Saint-Quentin, ce gris n'était pas seulement une météo, c'était un linceul de plomb qui étouffait les cris. Bienvenue dans Contes criminels. Ici, nous ne cherchons pas le spectacle du sang, mais la vérité qui s'étiole sous la poussière des dossiers oubliés. Prenez place, car ce que je vais vous raconter n'est pas une simple enquête, c'est une blessure ouverte dans le flanc de la France. Imaginez une route, une ligne de bitume encore inachevée qui déchire les champs de betteraves à perte de vue. La 26, l'autoroute des Anglais, comme on l'appelle ici. En ce milieu des années 80, c'est un chantier colossal, une saignée de terre ocre où les engins de terrassement dorment la nuit comme des monstres d'acier fatigués, attendant de dévorer l'horizon. C'est ici, dans ce décor de boue, de sueur et de brume, que l'innocence est venue s'échouer. Tout commence par un après-midi de mai 1985. Sophie Borka a 14 ans. Elle a ce regard clair des enfants qui croient encore que le monde est un jardin sans ronces. Elle quitte son lycée de Saint-Quentin, le sac sur l'épaule, avec cette insouciance propre à une époque où le danger n'avait pas encore de nom médiatique. Elle veut faire du stop pour rejoindre des amis. C'était l'époque où l'on tendait le pouce avec une confiance presque religieuse, voyant dans chaque voiture une opportunité de liberté plutôt qu'un prédateur à l'affût. Sophie lève la main. Une voiture s'arrête. La porte claque. Et le silence s'installe pour les 40 prochaines années. Avant de nous enfoncer plus loin dans les méandres de cette enquête, si ce récit vous touche et que vous respectez le combat des familles pour la vérité, je vous invite à soutenir notre travail. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à Contes criminels et activez la cloche. C'est votre manière de ne pas laisser ces histoires sombrer dans l'oubli. Reprenons notre marche dans la brume. Pendant des mois, Saint-Quentin va vivre dans l'angoisse sourde de l'absence. Les murs se couvrent d'affiches avec le visage de Sophie, ce visage qui semble vous interroger à chaque coin de rue. Où est-elle? La police patrouille, on interroge les marginaux, on fouille les bois de la région, mais la Picardie sait garder ses secrets quand elle est complice du mal. Puis vient le 17 novembre 1985. Une date qui restera comme le point de bascule vers l'horreur pure. Dans un bois près de Guise, à une trentaine de kilomètres de là, un promeneur aperçoit une forme inhabituelle sous un tas de feuilles mortes. Ce qu'il découvre n'est plus une jeune fille, mais un vestige. Le corps de Sophie Borka est là, rendu par la terre, marqué par une violence que les rapports d'autopsie de l'époque peineront à décrire avec la précision nécessaire. La ville est sous le choc. On pense avoir atteint le fond de l'abîme. On se trompe. Car au moment précis où les gendarmes encerclent la dépouille de Sophie, à quelques kilomètres de là, une autre ombre se met en mouvement. Une autre proie est déjà dans le viseur du monstre. Le 17 novembre 1985 n'est pas seulement le jour de la découverte macabre du corps de Sophie. C'est le jour où le destin décide de frapper deux fois, avec une cruauté mathématique. Christelle Houdin a 13 ans. C'est une enfant sérieuse, un peu timide, qui aime la sécurité des siens. Ce dimanche-là, elle quitte le domicile familial à Saint-Quentin pour se rendre chez ses grands-parents. Un trajet court, familier. Elle doit passer à proximité du chantier de la 26, là où les ouvriers ont laissé leurs pelles et leurs pioches pour le week-end. Elle marche le long des grillages, le long de cette saignée de terre battue qui sépare la ville de la campagne. Christelle ne sait pas que la mort rôde. Elle ne sait pas que le tueur est peut-être là, caché dans un fourgon, ou posté derrière un tas de remblais, observant sa démarche d'enfant. Elle disparaît, comme ça, sans un cri que personne n'aurait entendu de toute façon. La disparition de Christelle, survenant le jour même où l'on retrouve Sophie, plonge la région dans une psychose sans précédent.
Les rumeurs les plus folles courent les comptoirs des cafés. On parle d'un réseau, on parle d'un fou, on parle du tueur de l'autoroute. Les parents de Christelle, eux, entrent dans un tunnel de douleur dont ils ne sortiront jamais. Ils cherchent. Ils hurlent le nom de leur fille dans la nuit picarde, mais seuls les échos des machines de chantier leur répondent. Pendant des mois, le chantier de la 26 continue. On coule le béton, on écrase la terre, on avance vers le futur. Et c'est ce béton, cette terre remuée, qui va devenir le linceul de Christelle. Avril 1986. Le printemps revient, mais il n'apporte aucune lumière. Des ouvriers travaillent près d'Anguilcourt-le-Sard, sur une portion de l'autoroute en finition. En déplaçant des talus, une pelleteuse remonte des ossements. Des vêtements en lambeaux. C'est Christelle. Elle était là, sous les pieds des ingénieurs et des ouvriers, enfouie dans la chair même de cette route qu'on construisait pour relier les hommes. L'enquête s'annonce alors comme un défi colossal. 2 filles, 2 corps retrouvés dans un périmètre restreint. Un lien évident, la 26. Mais à cette époque, la gendarmerie n'a pas les outils de la science moderne. On ne parle pas encore d'ADN de masse. On ne parle pas de profilage criminel. On cherche des indices visibles à l'œil nu dans une boue qui a tout effacé. Le dossier commence déjà à s'enliser, victime d'une administration qui préfère classer les affaires plutôt que d'affronter l'idée qu'un prédateur méthodique parcourt ses routes. Ce qui suit est peut-être le plus tragique dans l'affaire des disparus de la 26. Ce n'est pas seulement le crime, c'est l'indifférence qui lui succède. Pendant que les familles Borca et Houdin pleurent leurs enfants, la machine judiciaire, elle, semble prise de léthargie. Les années 80 glissent vers les années 90. Le dossier passe de main en main, de bureau en bureau, perdant à chaque fois un peu de sa substance, un peu de son urgence. On interroge des suspects locaux. Un vagabond par-ci, un ouvrier instable par-là. Mais rien ne colle. Et pour cause, on cherche un homme ordinaire alors qu'on fait face à un monstre de patience. Les scellés, ces preuves précieuses qui contiennent les derniers secrets des victimes, sont stockés dans des conditions déplorables. On apprendra des années plus tard, avec une rage impuissante, que les vêtements de Christelle Houdin, ces morceaux de tissu qui auraient pu porter l'empreinte génétique de son assassin, ont été détruits. Brûlés. Une erreur administrative, dira-t-on. Un simple trait de plume sur un registre de greffe qui efface à jamais la possibilité d'une preuve irréfutable. Comment peut-on oublier 2 adolescentes? Comment peut-on laisser la poussière s'accumuler sur des dossiers aussi sanglants? La réponse est amère. Dans la France de l'époque, les petites gens de province n'avaient pas toujours droit à l'excellence judiciaire. Les familles doivent se transformer en enquêteurs. Elles harcèlent les juges, elles contactent la presse, elles refusent que la tombe de leur fille soit scellée par le silence de l'État. C'est dans ce vide abyssal que le nom de Michel Fourniret va finir par apparaître, comme une prophétie de malheur. Mais avant d'en arriver à l'ogre, il faut comprendre le climat de suspicion qui régnait alors. Tout le monde soupçonnait tout le monde. Les voisins se regardaient de travers. Le chantier de la 26 était devenu une zone maudite, un lieu où l'on ne s'arrêtait plus, même en plein jour. On sentait que le mal était là, tapi dans l'ombre d'un fourgon ou derrière le sourire d'un homme trop tranquille. Pendant 20 ans, l'affaire reste un cold case avant même que le mot n'existe. Une cicatrice mâle refermée dans le paysage de l'Aisne. Jusqu'à ce qu'un coup de filet en Belgique, en 2003, vienne tout remettre en question. L'histoire change alors d'échelle. On ne cherche plus un tueur local. On découvre l'existence d'un système. Un système de chasse, d'enlèvement et de mort, orchestré par un homme qui connaissait parfaitement les routes de la Picardie. Michel Fourniret entre en scène. Le silence a duré 18 ans.
18 années où les dossiers de Sophie et Christelle ont pris la poussière, alors que le monstre, lui, continuait de respirer le même air que nous. En 2003, lorsque Michel Fourniret est arrêté en Belgique après l'enlèvement raté de la petite Marie Ascension, le voile se déchire enfin. On découvre l'horreur à l'état pur, un homme qui a fait de la chasse aux jeunes filles une science macabre. Et très vite, les enquêteurs français se posent la question qui brûle toutes les lèvres. Où était l'ogre en 1985 ? La réponse tombe comme un coup près. En 1985, Michel Fourniret n'est pas un étranger pour l'Aisne. Il est là. Il habite la région. Il travaille comme cuisinier dans une cantine scolaire, au contact direct de la jeunesse qu'il s'apprête à dévorer. Il connaît chaque route, chaque sentier de traverse. Il possède ce fameux fourgon blanc, un véhicule utilitaire d'une banalité effrayante qui devient, dans ses mains, une cellule de mort mobile. Imaginez ce fourgon, garé en lisière du chantier de la 26, se confondant avec les véhicules des ouvriers. Qui se méfierait d'un homme qui semble faire partie du paysage? Fourniret est un prédateur de territoire. Il n'improvise rien. Il étudie les trajets, il repère les points de vulnérabilité. Sophie, sur le bord de la route, tendant le pouce. Christelle, longeant le chantier désert le dimanche. Pour lui, elles ne sont pas des êtres humains, elles sont des trophées, des objets dans une quête de pouvoir absolu sur la vie et la mort. On apprend qu'en 1985, il était dans une phase de montée en puissance criminelle. Il venait de sortir de prison pour agression sexuelle et brûlait d'envie de passer à l'acte définitif. Pourtant, malgré ces coïncidences troublantes, l'ogre va jouer son jeu favori, la manipulation. Devant les enquêteurs, il sourit. Il parle de ses chasses dans les Ardennes, il évoque d'autres noms, mais pour Sophie et Christelle, il reste dans l'ombre. « Je ne me souviens pas de tout », dit-il avec ce ton professoral et méprisant qui le caractérise. Il sait que la justice a perdu les preuves matérielles. Il sait que sans ADN, sans aveu direct, il reste le maître du temps. C'est ici que la noirceur du récit atteint son paroxysme. Le tueur connaît la vérité, mais il choisit de l'emporter avec lui, comme un dernier outrage aux familles qui l'écoutent, suspendu à ses lèvres flétries. L'enquête s'enlise à nouveau dans les méandres de sa psychologie déviante. On fouille les jardins de ses anciennes demeures, on retourne la terre là où il a vécu, mais la 26 reste sa forteresse de silence. On réalise que le chantier de l'autoroute était l'endroit parfait. Une terre constamment remuée, où un corps peut être enfoui sous des tonnes de remblai en quelques minutes, pour ne réapparaître que des décennies plus tard, ou jamais. Sophie et Christelle n'étaient que les premières notes d'une symphonie macabre qui allait durer 20 ans. Il faudra attendre l'arrivée d'une femme pour que l'espoir change de camp. Sabine Kéry. Une juge d'instruction qui ne croit pas aux affaires classées. Une femme dont la ténacité va finir par fissurer la carapace de l'ogre. Au début des années 2020, elle reprend les dossiers de l'Aisne un par un. Elle ne lit pas seulement les rapports, elle écoute les silences entre les lignes. Elle se rend sur les lieux. Elle imagine les trajets. Elle confronte Fourniret, déjà vieux, déjà malade, à ses propres démons. La méthode Kéry est simple, l'humanité contre la monstruosité. Elle parle à Fourniret comme à un homme, pour mieux traquer la bête. Dans son bureau, les spectres de Sophie et Christelle sont présents. On sent leur souffle sur les procès-verbaux. Fourniret commence à lâcher des bribes. Des aveux en creux. Il ne dit pas « je l'ai fait », il dit « ça aurait pu être moi ». Il décrit des paysages qui ressemblent étrangement aux abords de la 26. Il évoque la sensation de la terre picarde sous ses doigts. C'est un supplice pour les familles, ils savent qu'il sait. Ils sentent que la vérité est à portée de main, mais elle reste prisonnière de cette gorge nouée par la vieillesse et la perversité. Mais le destin est un auteur cruel.
Alors que l'enquête semble enfin progresser, que de nouvelles fouilles sont envisagées avec des moyens technologiques modernes, la biologie reprend ses droits. En mai 2021, Michel Fourniret meurt à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il meurt sans avoir été jugé pour Sophie. Il meurt sans avoir avoué pour Christelle. Il emporte avec lui les derniers détails, les derniers pourquoi, laissant derrière lui un vide juridique et une douleur intacte. C'est le moment où tout semble s'effondrer. Sans coupable vivant, la justice française a tendance à fermer les livres. Mais c'est sans compter sur le pôle Cold Case de Nanterre. Une structure unique, créée pour que l'oubli ne soit plus la norme. Des enquêteurs d'élite décident que la mort du principal suspect ne signifie pas la fin de la vérité. On continue de chercher, non plus pour condamner un homme qui n'est plus, mais pour rendre leur histoire à 2 enfants. On analyse les trajectoires de Francis Holm, on vérifie si d'autres prédateurs n'auraient pas profité de l'ombre de l'autoroute. Car la vérité n'est pas seulement un verdict, c'est une lumière qu'on doit aux morts. Aujourd'hui, l'enquête sur les disparus de la 26 est entrée dans une nouvelle dimension. La science, celle qui a fait défaut en 1985, tente de rattraper le temps perdu. On utilise désormais ce qu'on appelle l'ADN de parenté. On cherche des correspondances génétiques même sur des échantillons dégradés, des traces infimes laissées sur des ossements ou dans la terre. On utilise des géoradars pour sonder le sol aux abords des anciens chantiers, cherchant des anomalies qui pourraient révéler d'autres secrets enfouis. Car la question demeure, Sophie et Christelle étaient-elles les seules ? Le chantier de la 26 a duré des années. Combien d'autres ombres ont pu se glisser sous le goudron ? L'enquête s'élargit. On ressort des dossiers de disparitions inquiétantes dans tout le nord de la France. On crée des ponts entre des affaires que l'on pensait isolées. On réalise que l'autoroute était une colonne vertébrale pour le mal, un axe de circulation pour les prédateurs qui pouvaient frapper ici et dormir ailleurs, à des centaines de kilomètres. Le portrait robot du tueur de la 26 n'est plus seulement celui d'un homme, c'est celui d'une époque de négligence. Une époque où une jeune fille pouvait disparaître sans que les fichiers ne soient croisés entre 2 départements voisins. En racontant cette histoire, nous rendons hommage à la persévérance des familles. Le père de Christelle, les proches de Sophie. Ils sont les gardiens du phare. Ils ont refusé que la brume de laine n'engloutisse tout. C'est grâce à leur colère, une colère saine et digne, que les dossiers ne sont pas retournés aux archives départementales. Chaque année, à la date anniversaire, des fleurs sont déposées près de l'autoroute. Les voitures passent à 130 km/h, les conducteurs ignorent que sous leurs roues, ou à quelques mètres de là, dans le fossé, l'innocence a été brisée. Conte criminel est là pour vous forcer à regarder ce fossé. Pour vous rappeler que derrière chaque fait divers, il y a un prénom, un rire qui s'est éteint, et une chambre qui est restée vide pendant 40 ans. La justice n'est pas un concept abstrait, c'est le poids de cette chambre vide qui finit par peser sur la conscience d'une nation. Nous voici au terme de ce voyage sur l'autoroute des ombres. Sophie Borca et Christelle Houdin ne sont plus des noms sur une liste de cold cases. Elles sont devenues les symboles d'un combat contre l'oubli. Si Michel Fourniret a emporté ses secrets, il n'a pas emporté leurs souvenirs. La vérité est un chemin de patience, une route parfois plus longue et plus sinueuse que la 26 elle-même. Mais nous continuerons de la parcourir. Le ciel de Picardie est toujours aussi bas, toujours aussi gris. Mais parfois, entre 2 nuages, une lueur perce. C'est la lueur de la dignité. Celle de ces familles qui, malgré les preuves détruites, malgré les juges qui passent et les suspects qui meurent, restent debout. Elle nous enseigne que le mal peut gagner une bataille, il peut même voler une vie, mais il ne gagne jamais contre la mémoire collective. Merci d'avoir écouté ce récit jusqu'au bout. Votre présence, votre écoute, sont les derniers remparts contre l'indifférence qui a failli enterrer cette affaire pour toujours.
Si ce récit vous a touché, si vous voulez que nous continuions à porter la voix de ceux qui ne peuvent plus parler, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire pour Sophie, pour Christelle. Ne laissons plus le silence gagner du terrain. Je suis votre narrateur pour Contes criminels. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle enquête, un nouveau plongeon dans les replis sombres de l'âme humaine. D'ici là, veillez sur les vôtres. La route est longue et la nuit est parfois peuplée d'ombres que l'on ne soupçonne pas. Au revoir et à bientôt dans les brumes de l'histoire.